Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Deux grands points majeurs à l'agenda de cette émission. Nous aurons deux grands points politiques. En première partie, nous allons donc observer et analyser justement l'épisode IRS. Qu'est-ce que c'est qu'IRS? C'est donc l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI, donc mouvement politique qui est né ce jour. Nous aurons tout à l'heure, après donc l'entame de cette émission, à parler, à prendre langue avec le président de cette initiative qui n'est autre que M. Anoma Kwao Magloire, délégué communal d'Aboisseau, membre du bureau politique, au téléphone. Ensuite, nous aurons à observer la réaction du communiqué donc, du secrétariat exécutif du PDCRDA et ensuite, évidemment, le communiqué de l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI en première partie. En seconde partie, c'est le meeting du PPACI qui donc focalisera notre attention sur la seconde partie de ce temps d'antenne. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous en ce vendredi 15 août 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. De partout dans le monde, vous nous suivez. Merci et grand merci à vous et continuez d'être scotchés sur les programmes de Live TV, particulièrement le Grand Talk. Ce soir, nous accompagne Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Bonsoir chers téléspectateurs, je voudrais profiter pour saluer rapidement Stéphane Legbedji, qui est ingénieur de son et membre de l'équipe technique qui pilote cette mission. Merci Herman. Élisée Boloube, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Si vous permettez, je voudrais en tout cas faire un clin d'œil à l'adoratrice Rebecca Niafou, que je voudrais en tout cas saluer ce soir et féliciter pour ce merveilleux moment qu'elle nous a permis de passer dans la présence du Seigneur le samedi dernier. C'était un très très bon moment. Nous avons élevé des cantiques à la gloire de Dieu pour confier ce pays entre les mains du Seigneur. Et nous avons foi que notre Dieu permettra que ce pays vraiment ne sombre pas. Je voudrais en tout cas lui dire félicitations et l'encourager encore. Que le Seigneur la bénisse. Merci beaucoup et moi, mes salutations vont en direction de toute la jeunesse de la Maraoué, les leaders de la Maraoué, la première promotion des leaders de la Fondation Epiphane Zorobi. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a bien voulu nous déplacer dans la Maraoué à l'effet de renforcer sa jeunesse. On a eu 100 jeunes renforcés en leadership, en prise de parole en public et en responsabilité. Bravo à vous, bravo aux différents PIA ici, au PICA. Et puis l'aventure ne fait que commencer. Messieurs, revenons à l'actualité politique. Merci en tout cas encore une fois de votre fidélité à ce programme. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, c'est le Grand Talk et vous êtes sur Live TV. Un point de presse du groupe politique Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI, donc IRS PDCRDA, composé de militants de l'ex-MEUCI. On reviendra justement sur le MEUCI avec Marius Komoué. Et la coordination des cadres du PDCI a été donc avancée aujourd'hui à lundi 18 août à 14h30 à la Maison de la Presse d'Abidjan au Plateau. Avant de mieux comprendre ce qui se passe et de permettre à nos amis de pouvoir faire un décryptage pointu, nous aurons en ligne, je ne sais pas si la régie est prête, nous aurons donc, comme je le dis, avoir une conversation avec le président du dit mouvement. Il s'appelle M. Anoma Kwao Magloire. Il est délégué communal d'Aboisseau, membre du bureau politique de l'IRS. Nous aurons à l'avoir au téléphone. Si nous sommes prêts, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire savoir. Mais avant, Marius Komoué, avant de décrypter le mouvement de l'IRS, regardons qui compose ce mouvement. Cadre de l'ex-MEUCI, pour cette génération qui peut-être n'a pas connu le MEUCI. Qu'est-ce que c'est que le MEUCI? Il est en ligne, Marius. On va donc le prendre et on revient à vous. Très bien. Bonsoir, monsieur Anoma. Oui, bonsoir, madame. Je vous espère en parfaite santé. Oui, Dieu merci. Très bien. Alors, quelles sont les raisons qui motivent justement la création de l'IRS, donc Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA? Les raisons sont... Nous avons, allez-y, au niveau de la coordination, nous avons une coordination baptisée coordination des militants du PDC-RDA, membre de
moment des élèves étudiants en Côte d'Ivoire, mais et très souvent on se retrouve pour faire l'analyse de la situation politique dans le parti, à l'effet de faire des propositions à leur direction. Ça, c'est connu. Et ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y avait d'autres amis qui avaient les mêmes préoccupations, mais qui intervenaient plutôt sur les réseaux sociaux. Donc nous, on les a invités à une table de discussion pour qu'on partage ensemble des préoccupations, mais on les soumet à la direction d'un parti. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé une initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCRDA qui regroupe la coordination des militants de l'Est Messi et la coordination des cadres PDCI-RDA. Voilà la motivation. Nous sommes à pratiquement une semaine de la fin de dépôt des dossiers de candidature couronnés en même temps avec ceux du parrainage. À moins d'une semaine donc, de ces événements importants, vous avez expliqué qui compose ce mouvement, mais je reviens sur ma question. Quelles sont les raisons profondes? Est-ce que ce mouvement vient encore accentuer les dissensions au PDCI ou vous avez des motivations profondes qui vous ont poussé à créer ce mouvement? Il n'y a pas de dissension à notre sens. Nous avons une préoccupation que je voudrais résumer en 5 grands points. Mais honnêtement, ces préoccupations devaient être discutées en interne. Pour ce faire, nous avons rencontré une quinzaine de présidents pour partager avec les présidents-là nos préoccupations. En bout de chaîne, on a projeté rencontrer l'exécutif, qui est l'organe de décision du PDCRDA. On les a rencontrés et on n'a pas pu finaliser. Et avant de finaliser, on s'est rendu compte que le document qui devait être la base de notre décision s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et dans des journaux, et au motif que ce serait un complotiste. Or, ce n'est pas ça. Notre objectif, notre motivation réelle pour répondre à la question, c'est de faire des propositions à la direction de notre parti. D'abord, bien sûr, faire un diagnostic. Et puis, au terme de ce diagnostic-là, faire des propositions. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Alors, ce document se retrouve par hasard sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Évidemment, vous allez nous dire que ce n'est pas vous qui avez mis ce document sur les réseaux. Mais enfin, on a les différents points. Vous avez 10 points de récrimination, donc, et vous étiez en train de finaliser. Alors, comment est-ce qu'on devrait comprendre le mot « finaliser » finalement? Vous êtes entendu? Est-ce que le mouvement disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, en fait? Non, le mouvement, c'est depuis longtemps. Le mouvement ne peut pas disparaître. Quand je parle des anciens, quand je parle de la coordination des anciens messieurs, ben, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Donc, nous avons le président Ousmane Boigny. Très bien, je parle de l'IRS. Est-ce que l'IRS va disparaître? L'IRS ne peut pas disparaître. L'IRS a fait des propositions qui sont contenues dans le document. Ça a fait l'objet de notre point de presse cet après-midi. Très bien. Voilà, bon, alors, au total, il y a certaines voix au PDCI qui s'élèvent pour demander un plan B. Est-ce que l'IRS également adoube ce point? Est-ce que vous proposez un plan B, vous, au sein du PD pour... Nous ne proposons pas de plan B. Mais ce que nous disons que la période est sensible et on a quelques préoccupations. Très bien. On a énuméré 5, par exemple. La première préoccupation, nous sommes intéressés sur quelques dysfonctionnements au sein
de la direction du parti réelle. Réelle. Deuxième préoccupation, c'est l'application de nos textes. Bon. La troisième, c'est, selon nous, la gestion de nos conflits qui sont retrouvés devant les tribunaux et pour lesquels on n'a pas eu de raison. Et puis la quatrième préoccupation, c'est notre mode de communication. Voilà, que nous avons joué d'opaque. Et puis, la cinquième, c'est l'inquiétude relative à notre participation à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Voilà. Mais nous, on n'a pas de plan B. Nous, donc, tout doit se décider au cours d'une session du bureau politique. Le bureau politique est en train de décision en 2 congrès. Voilà. Donc, le bureau politique qui va décider si on aura un candidat ou pas. Très bien. Après, il y a une convention. Très bien. Pour terminer notre conversation, quel est votre next step? Le prochain point de l'IRS, que sera-t-il? Oui, mais nous, on continue parce que là, nous, on veut avoir de l'assurance de notre participation, par exemple, à la convention du bureau politique pour avoir l'assurance à l'élection présidentielle. Donc, nous, on a attendu l'attention de parti. On voulait le faire en interne, mais faute de cela, on l'a fait aujourd'hui à 15 h. Donc, on a posé le problème. Le 26 août, c'est la clôture du dépôt des candidatures. Tout à fait. Et après le 26, on va vider là. Très bien. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Anoma. Vous êtes Anoma Kwao Magloire, délégué communal d'Aboisseau, membre du bureau politique du PDC-RDA, président de l'IRS, donc l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI. Et membre du bureau politique depuis 1990, madame. Depuis 1990. Membre du bureau politique depuis 1990. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment et à bientôt, Monsieur Anoma. Merci. Messieurs et chers téléspectateurs, vous venez donc d'écouter les raisons profondes de la création de l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI, IRS, PDCI. Nous avons eu tout à l'heure en ligne M. Anoma Kwao Magloire, délégué communal d'Aboisseau et membre du bureau politique, comme il a dit, depuis 1990. Marius Komoé, avant d'écouter les analyses donc, de nos amis sur le plateau, avec vous, revenons sur le MEUCI, donc, que compose initialement l'IRS. Qu'est-ce que c'est que le MEUCI? Et le MEUCI est né des cendres de l'UNESI. Mais c'est né en 1969. Oui, c'est bien cela. C'est le congrès, justement, qui a vu naître, le congrès de 1969, qui a vu naître le MEUCI. Et au cours de ce congrès, vous aviez M. Laurent Gbagbo, qui était candidat pour le compte de la pour prendre la présidence du MEUCI. Il avait en face de lui M. Kone Tiomoko. Par la suite, ce congrès s'est mal passé au point que sur la cité universitaire de l'université d'Abidjan, oui, eh bien, nous avons connu de graves troubles. Et Houphouët-Boigny, enfin timonier de la politique, a dû donc convoquer les différentes parties et en recevant donc ceux en conflit, dont M. Laurent Gbagbo, 24 ans à l'époque, M. Djedje Madi, qui était lui aussi, M. Laurent Gbagbo était étudiant en médecine. Pardon ? M. Laurent Gbagbo était étudiant en histoire, voilà. Et M. Djedje Madi était étudiant en médecine. Et c'est les deux tendances qui avaient été reçues. Les deux tendances avaient été conduites, les délégations de ces deux tendances avaient été conduites et par M. Laurent Gbagbo pour le compte de son camp et puis par Djedje Madi pour le compte de l'autre camp. Et Houphouët-Boigny a réussi à réconcilier les deux parties. Et donc, c'est à la suite donc, de ces conflits-là que le MEUCI a véritablement vu le jour en 1969. Et en 1990, le MEUCI va disparaître pour faire place à la FESI, à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Alors, quand on est à la base donc, du MEUCI, on voit un peu l'histoire que ces personnes-là ont connue ensemble. Et aujourd'hui, elles reviennent.
donc, et crée, si on peut le dire ainsi. Donc, oui, Anoma Magloire, je peux vous le certifier, est un fin limier de la politique ivoirienne. Il a assuré assez de responsabilités au niveau national. Il a été même inspecteur général du ministère des Infrastructures sous la gouvernance de M. Patrick Hachi. Et un peu plus tard, il a même travaillé un moment sous la gouvernance de M. Amédée Kouakou avant de prendre sa retraite. Mais c'est un cadre compétent avec qui nous avons nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société civile, travaillé. Et je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui est très pragmatique, très outillé, et lorsqu'il aborde un sujet, il sait de quoi il parle. Il est certes le président de l'IRS-PDCI-RDA, mais à côté de lui, vous avez M. Bidi Théodore Kwasi, qui est ex-député d'Oumé. Vous avez également M. Emolo Claude Innocent, qui lui est le président des cadres du PDCI-RDA. Vous avez le professeur Yao Albert Kwame. Vous avez également le docteur Vitris Yekpe. Vous avez Sanogo Lassina, que nous avons reçu sur ce plateau, membre du bureau politique du PDCI, qu'on appelle affectueusement dans le milieu du PDCI Las Mao. Et vous avez également Diaby Siaka, qui est également membre du bureau. La plupart, sinon tous ces personnalités citées sont tous membres du bureau politique depuis des années. Et donc, ce n'est pas des faire-valoir, c'est des acteurs importants de la décision du PDCI qui ont donc fait ce point de presse aujourd'hui en dénonçant l'opacité qui gangrène le fonctionnement de leur parti. Et comme l'a expliqué tout à l'heure M. Mangloire, et je ne reviendrai pas là-dessus. Bien sûr, mais vous allez revenir pour votre point. On va écouter Daouda, votre analyse justement. Vous avez écouté le président, vous avez suivi les différents communiqués, les points, rencontre avec le PDCI. Après, le communiqué sort, enfin il l'a expliqué, vous l'avez entendu. Daouda, votre regard sur la situation au total? Bon, avant de donner mon regard, je pense qu'on va essayer de résumer tout ce que le porte-parole a pu donner. C'est que, en somme, l'IRS-PDCI dénonce une crise de gouvernance interne au PDCI. Donc, il propose en gros un plan de redressement fondé sur le respect de leurs textes et exige l'organisation urgente, je sais pas, en griffe d'une convention. Quand je finis de dire ça, aujourd'hui, quand moi je regarde le PDCI, le PDCI ressemble un peu à un labyrinthe sans boussole. Comment cela? Pourquoi cette image? Je donne cette image parce qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam, qui avait été présenté comme le Messie, l'homme du renouveau, l'homme qui allait faire la politique autrement, finalement rassembler le parti. Aujourd'hui, quand on regarde le PDCI qui il a en main, le PDCI ressemble à un bateau ivre en mer. C'est pas trop fort, ça? Non, c'est pas fort, c'est le mot. Parce que le PDCI aujourd'hui, c'est comme un bateau ivre en mer. Au lieu d'être une force politique, prêt à aller au combat. Et le communiqué de l'IRS-PDCI vient le confirmer de façon claire et nette. Dans la mesure où aujourd'hui, M. Tidiane Thiam n'est pas candidat. M. Jean-Louis Billon trace son chemin. Les militants sont laissés à leur propre compte. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer finalement. Donc, on se demande qui mène véritablement le bal au niveau du PDCI. Même des dinosaures comme Maurice Kakou Gikaoué se sont terrés dans un silence assourdissant. Il y a le secrétaire exécutif qui est toujours en place, même si le président n'est pas là. Finalement, le secrétaire exécutif est là, mais finalement, c'est assez alambiqué. Donc, quand je dis cela, en allant plus loin, aujourd'hui, on se rend compte qu'au PDCI, chacun tire sa ficelle. Chacun tire sa ficelle dans la mesure où le PDCI est devenu une marionnette sans marionnettiste. Les images ce soir, Daouda. Oui, beaucoup d'images. Parce que c'est à ça que ça ressemble. Vous vous rappelez qu'au décès de feu Henri Konan Bédié, paix à son âme, je disais que le PDCI n'avait jamais été aussi proche de prendre le pouvoir d'État. C'était un slogan pour moi. Mais avec tous les événements qui se sont passés, toutes les actions politiques qui ont été menées par le président du PDCI actuel, M. Tidiane Thiam, finalement, on est parti d'erreur en erreur, d'erreur en erreur. Et finalement, avec beaucoup de recul, la question que je me pose, moi, c'est que est-ce que M. Jean-Louis Billon et Dame Valérie Yapo, qui ont été voués aux gémonies, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison d'avoir... ils n'ont pas eu raison d'avoir... Comment rappelez-moi le mot. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison... ils n'ont pas eu tort d'avoir eu raison trop tôt. C'est finalement venu. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI, on est à combien de jours de la fin du dépôt des candidatures?
C'était mardi prochain. Donc mardi prochain. Depuis la perte du pouvoir par le PDCI en 1999, du fait du coup d'État de feu Henri Konan Gueye-Robert, mais le PDCI n'a plus de candidat. Plus de candidats. Aujourd'hui, je dis, certains militants se disent ce n'est pas possible qu'on puisse aller encore à une autre élection sans candidat. Et aujourd'hui, regardez le PDCI. Le PDCI aujourd'hui, regardez toutes les manifestations que le PDCI a faites dans le Front commun. Oui. Pour ceux qui ont suivi cette manifestation, le PDCI n'a que l'ombre de lui-même. Parce qu'on est ensemble dans un Front commun, mais finalement, tout ce qu'on entend, Gbagbo président, pourtant, Thiam aussi vient être président. On n'entend pas du Thiam président. En 2010, on a eu Bédié comme candidat aussi. Hein. Mais il a refusé d'y aller. Pourquoi? Non, je ne parle pas de 2010, oui, il était candidat, je ne parle plus de ça. On parlait justement de leur présence aux élections. Oui, après ça, quand ils ont perdu, c'est fini. En 2020, il était candidat, il a refusé d'aller à cause du CNT. Et aujourd'hui, comme je le dis, le PDCI n'est que l'ombre de lui-même. Et je pense qu'il y a certains caciques du PDCI, certaines personnes qui sont véritablement attachées aux valeurs du PDCI, qui n'ont pas envie, même s'ils se disent on ne gagne pas, mais au moins nous devons avoir un candidat. Et si rien n'est fait, je veux dire, du fait que même là... Quand vous dites rien n'est fait, ça veut dire quoi? Je dis, d'ici mardi prochain, si rien n'est fait, que le PDCI n'a pas de candidat, qu'est-ce qui va se passer après? Voici les députations qui commencent. Et en plus de ça, le PDCI, chacun a sa partie du PDCI. Chacun, ça va dans tous les sens. Je veux dire, à un moment donné, il faut poser bas la terre. Il faille que M. Tidiane Thiam, M. Jean-Louis Billon, et tous ceux qui sont épris du PDCI, chacun doit mettre son ego de côté et puis penser véritablement au parti du vieux Bédié, au parti du feu Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup Herman. Votre regard sur la situation, vous avez écouté le président de l'IRS, votre commentaire au total? Il est clair que certains points, surtout à l'exemple qui se communiquait, enfin, cette présentation, c'est l'exposé des motifs présentés par ce collectif-là, l'IRS PDCI, il est clair que certains points peuvent s'entendre. Lesquels, par exemple? Je ne vais pas revenir. Il parle de l'absence de vision claire, de stratégie cohérente. Vous êtes d'accord? Vous comprenez on peut comprendre parce qu'il donne des éléments. Il y a le non-respect de certaines dispositions en interne, statutaires, réglementaires. Il y a l'opacité qu'ils estiment dans la gestion. C'est leur appareil, donc ils comprennent mieux. Mais je voudrais que les gens comprennent une chose. Le PDCI vit ce que le PPACI vit. C'est-à-dire? Le PDCI n'a pas forcément la même démarche qu'on connaît, la démarche traditionnelle par le passé, mais est-ce que le PDCI a été confronté à cette éventualité-là par le passé? Comprenez que le président Bédié meurt. Je crois que le PDCI, mais on peut dire le PDCI résiste, a bien résisté. Beaucoup n'avaient pas parié sur l'existence encore, sur l'échiquier politique ivoirien du PDCI après le départ de Bédié. Mais le PDCI a tenu. Aujourd'hui, il est vrai que dans cette succession, parce que c'est ça aussi, il y a une petite guerre de succession. Après Bédié, beaucoup d'entre eux estiment que ça pourrait leur revenir. Donc, il y a cette guerre-là. Mais moi, je voudrais qu'on regarde un indicateur important. Allez-y. Ce monsieur a gagné des élections, des congrès. Un congrès du président Tidiane Thiam. Oui. Un congrès qu'on ne lui a pas reconnu. C'est aller à la justice. Il n'était pas présent, il a gagné encore un autre congrès. Je ne reviens pas sur le score. Bien sûr. Ça veut dire que le PDCI, visiblement, les militants du PDCI ont choisi leur option. Aujourd'hui, la crise qu'ils ont, c'est que le candidat qu'ils ont choisi en pleine convention pour être leur cheval pour l'élection présidentielle, d'une manière ou d'une autre, n'est pas présent. Les jours, Daouda a bien fait de le révéler, les jours approchent. On est à près d'une semaine de cette échéance-là. On fait quoi? Donc, je comprends que deux personnes peuvent se lever, mais dire que le PDCI vague ou bien dans un labyrinthe sans boussole, mais au moins ils sont dans cette labyrinthe, n'ont pas encore disparu. Donc, il y a ce point que je voulais qu'on fasse. Maintenant, quelle est l'option qui reste au PDCI? Le next step. Et moi, je suis celui qui est partisan de ce que les partis politiques qui sont significatifs dans cette opposition, qui
pour moi, ceux-là ne devaient pas prendre le risque de ne pas être présents d'être forclos. Après le 26 Ce n'est pas septembre, la vision par exemple, justement du président Tidiane Thiam qui a été élu par ces différents congrès, Herman. Oui, mais après, on revient à l'évidence. On ne veut pas de plan B. Notre plan B, c'est Tidiane Thiam. J'ai vu aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de trucs. Le plan A jusqu'à plan Z, c'est Tidiane Thiam. Mais après le 26, on fait quoi? Parce que, on va venir peut-être après au discours à la rencontre de Laurent Gbagbo et ses partisans. Tout à fait, en seconde partie. Lui, il a choisi un aspect sur lequel il veut travailler. Mais le PDC aujourd'hui, qu'est-ce qu'il décide de faire en termes de stratégie après le 26 août, si le candidat finalement n'est pas choisi? C'est pourquoi je suis partisan des candidatures de précaution. Aujourd'hui, il y a quand même Jean-Louis Billon qui est sur le terrain. On le veut, on ne le veut pas, c'est un militant PDCI. Il a pu rassembler dans 20 régions ses parrainages. On peut miser sur lui. Maintenant, si on ne veut pas miser sur lui, vous partez à une convention, ne serait-ce qu'en attendant choisir quelqu'un pour que ce dernier-là puisse, en une semaine, réussir les parrainages. Et puis, après, maintenant, il peut y avoir d'autres éventualités. Parce qu'après, on ne le sait pas. Mais la réalité, c'est que le 26 août, c'est le délai de rigueur de dépôt des candidatures et des parrainages. Merci beaucoup, Herman. Élisée, vous avez écouté le président, Daouda. Herman, sous quel regard, justement, quelle est votre appréciation de cette situation? Bon, avant que je ne fasse même, que je donne mon point de vue, permettez déjà qu'on revienne sur les 10 points qui ont été contenus, je crois, en 4 ou 5 paragraphes par l'IRS, parce que je pense qu'il faut aussi que les populations puissent comprendre ce qui est porté par l'IRS. L'IRS, en tout cas, dénonce, à la suite de son communiqué, ce qu'on a lu et dont on a reçu copie, le non-respect de certaines dispositions statutaires et réglementaires. Une absence de vision claire et de stratégie cohérente. Des pratiques internes qui étouffent la démocratie. Une opacité dans la gestion du parti. La transparence et la bonne gouvernance. Un souci avec ça, bien sûr. Un éloignement de la base et des réalités du terrain. Un éloignement, bien évidemment, de la direction de la base et du terrain. Une communication opaque et inefficace. Des incidents politiques et controverses répétés. Le retour aux valeurs fondatrices. Et enfin, l'organisation d'assises extraordinaires. Oui. Voici les points que porte l'IRS. Mais quand vous regardez ces points-là, Christelle, mais comment on peut les sortir à une semaine de la fin de la clôture de la candidature? C'est-à-dire, Élisée, pour vous, c'est trop tard? Mais pour moi, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais je dirais qu'il y a un problème. C'est d'autant plus que quand on a entendu tout à l'heure, M. Anoma, il a dit cette coordination des anciens du MESI là, existe. Et régulièrement, elle fait des propositions, elle se retrouve pour échanger et pour évaluer la situation. Si tel est le cas, comment on peut s'offrir le luxe de laisser le temps couler jusqu'à maintenant une semaine de la clôture des candidatures pour sortir tous ces différents points qui, en l'état actuel des choses, il faut être honnête, ne peuvent même pas être résolus. Mais il a dit qu'ils essaient de gérer en interne. Hein? Même avec la bonne volonté, ça ne peut pas être... Bon, ils essaient de gérer en interne. Maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'on vienne aujourd'hui faire une conférence de presse ou qu'on vienne le porter à l'endroit de toute la communauté nationale et internationale? Qu'est-ce qui justifie ça? Si vous estimez qu'en interne, vous n'avez pas été compris, mais soyez cohérents. Si vous n'avez pas été compris et que vous savez vous-même, au regard de ces 10 points, peuvent même pas être résolus avant le mardi prochain, mais vous les sortez pourquoi? Si ce n'est pas encore pour exacerber éventuellement la tension ou, comme je dis, la friction au sein du parti. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi je dis, il dit quelque chose, le point 1, prenez-le. Des manquements au statut. C'est ce qu'il disait. Au statut, je ressors ça rapidement. Le non-respect de certaines dispositions statutaires et réglementaires, mais ça c'est extrêmement grave. Non-respect de certaines dispositions statutaires, ça veut dire que c'est des violations même dans le fonctionnement, les tests même du parti. Mais ça, on ne sort pas à une semaine de la clôture de candidature. Depuis où on était et à quel moment ces violations ont eu lieu, qu'on nous sort tout ça. Moi, je pense qu'il faut être objectif, il faut être honnête. Je peux comprendre leurs points, mais j'estime pour ma part, franchement, sans aller vite en besogne, qu'ils auraient pu faire ça avant. Moi, c'est ce que je pense. Et donc, à une Ils auraient pu attirer l'attention avant. Maintenant, là, honnêtement dit, à une semaine, je ne sais pas, assise extraordinaire dont on parle là, c'est quoi? Si c'est pour faire un bureau politique, il a dit tout à l'heure, bureau politique. À quel moment on fait le bureau politique? À quel moment on convoque un congrès extraordinaire? À quel moment on convoque une convention pour choisir un candidat, alors que dans une semaine, on clôture les candidatures? Ce n'est pas cohérent. Très bien. Donc, bon, il y a 30 secondes. Oui, bien sûr. Voilà, donc pour moi, ça vient en rajouter encore, je dis, à la friction au sein du parti. Mais dans tout ça, quand on finit de dire ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je le dis honnêtement, aussi bien les cadres du PDCI que la tête du PDCI
franchement, pour moi, n'ont pas été compatissants vis-à-vis des militants. Comment cela? Mais les militants du PDCI ne peuvent pas s'offrir le luxe de ne pas aller voter un candidat le 25 octobre. Ce n'est pas normal. Je pense même que, je ne vais pas exagérer, mais je pense que le président Bédié n'aurait pas permis ça. Il faut que le PDCI aille à l'élection présidentielle. On s'arc-boute sur le fait que non, M. Thiam est victime d'une injustice. C'est ce que les membres du PDCI disent, j'emprunte le verbatim, d'une injustice et tout ça, ou bien d'une cavale judiciaire contre lui et tout ça. Mais attendez, on parle d'un parti politique. On ne parle pas, excusez-moi du terme, je répète encore, d'une secte où on est un gourou qui, dès qu'il n'est pas là, la secte n'existe pas. On parle d'un parti politique et on parle de cadre. Un parti politique qui a dirigé ce pays pendant 40 années. De vous à moi, on ne peut pas trouver dans ce parti-là quelqu'un qui peut porter les aspirations de tout le monde au point de venir briguer la magistrature en dehors du président. Que la direction du parti et les militants ont décidé d'aller au plan A, B, C, D avec M. Tidjane. Mais justement parce qu'on les a conditionnés. Parce qu'on les a conditionnés. Si on ne les avait pas conditionnés, qu'on avait ouvert cette opportunité, cette possibilité de pouvoir regarder vers d'autres cieux, ils n'allaient pas être embrigadés, ils ont été conditionnés. Donc ils sont conditionnés, soit aller justement dans la voie qu'on voulait qu'ils aillent. C'est la réalité. Malheureusement. Marius, vous avez commencé avec donc ce rappel historique du MEUSI que compose justement la plupart des cadres de l'IRS. Revenons maintenant à votre prisme. Sous quel prisme vous abordez cette actualité? Non, à la vérité, M. Anoma Magloire Kwao a été assez clair dans ses propos de tout à l'heure. Il a dit que l'IRS existe depuis lors et qu'ils ont l'habitude de se réunir et de faire des propositions à leur parti. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. C'est un travail qui est fait de longue haleine. Peut-être que le point de vue de l'Élysée, c'était qu'ils auraient pu peut-être faire cette conférence de presse bien avant. Mais justement, c'est là la clé du sujet. Pourquoi ils se sentent obligés maintenant de sortir officiellement en quittant le cadre réservé dans les échanges entre instances de gestion du parti pour se retrouver sur l'espace public, sur la place publique. C'est justement peut-être qu'ils n'ont pas solution aux problèmes qu'ils ont toujours exposés. Sinon, de vous à moi, pour un syndicaliste comme moi, dès lors que j'entends le non-respect de certaines dispositions statutaires et réglementaires, il y a lieu même d'aller à un congrès ou à une convention. À une semaine, est-ce que c'est possible? Le parti politique vit au jour le jour. Et on n'attend pas à une semaine, on n'attend pas les élections. Le parti ne vit pas pour une élection. Non du tout. Le parti doit d'abord vivre avant de prétendre aller à une élection. Or là, le parti ne vit plus. C'est de ça qu'il parle. Il parle de mauvaise gestion, de mauvaise gérance, il parle de mauvaise gouvernance. Alors, donc, il faut faire très attention. On parle d'opacité dans la gestion du parti. Ils ne voient pas clair dans la gestion de leur parti. Des pratiques internes qui étouffent la démocratie. C'est des points assez importants pour lesquels, d'ailleurs, les uns et les autres devraient avoir une oreille très attentive. Et si le secrétariat exécutif du parti a bel et bien reçu régulièrement leur, j'allais dire, contribution, parce que ça, c'est une contribution au bon fonctionnement du parti. Au sein d'une entité, il y a toujours des structures ou des groupes d'individus qui opposent justement à la gestion des premiers responsables, et bien leurs critiques. Et là, il s'agit des critiques des cadres du PDCI et non des moindres. Je dis bien et non des moindres. Et donc, il était bien séant que le parti au plus haut niveau puisse s'asseoir et discuter avec eux. C'est justement parce que cela n'est pas venu qu'ils se sont retrouvés là. Mais au-delà de cet aspect des choses, il faut rappeler tout simplement que la vision, moi c'est ce que je pense, la vision de ces leaders, c'est de ne pas voir leur parti mourir, comme l'a dit Daouda. Le parti ne peut pas se permettre, et ça je rejoins Élysée là-dessus, le parti ne peut pas se permettre, je l'ai toujours dit sur ce plateau, de ne pas être à cette élection. On ne peut pas véritablement abandonner le parti entre les mains d'un individu. Ils sont tous des hauts cadres, des gens qui ont géré à divers titres
Le parti est-il abandonné aux mains? Est-ce que ce n'est pas un peu trop poussé quand vous dites non, que le mais c'est parti ma a vision des abandonné choses, parce que pour moi, Il y a une direction du parti, un c'est secrétaire exécutif, des il y a des intellectuels. organes. Ils se mettent ensemble, ils mettent ensemble leur intelligence Très bien. pour justement aller à la conquête du pouvoir d'État et l'exercer. Très bien, Marie. Mais si d'ordinaire, c'est ce que disait Élysée, il y a un blocus pour le candidat choisi, qui lui-même reconnaît ce blocus en organisant un deuxième congrès, une deuxième convention. C'est lui-même. Il organise une deuxième pour dire tout simplement que la justice a raison. Parce que juridiquement, c'est bien cela. S'il a été bien élu, pourquoi organiser un deuxième congrès? Pourquoi organiser une deuxième convention? Pourquoi organiser un deuxième bureau politique? Qui plus est, on ne peut pas s'asseoir hors du pays pour diriger le parti. Le parti a besoin de son leader ici, sur le terrain. On ne s'assoit pas à 6000 km d'Abidjan et puis on dirige le parti au moment où nous parlons d'élection, au moment où le parti doit aller à une élection, on est hors du pays. S'il ne peut pas, on choisit un autre. Moi, c'est ma vision des choses. Merci Marius. Daouda, alors le secrétariat exécutif a réagi par un communiqué. Ils disent, et c'est signé donc du docteur Emou Sylvestre, le secrétariat exécutif est donc en droit de s'interroger sur les vraies motivations de l'initiative de l'IRS, ou au moment où les enjeux et la sauvegarde du PDCI commandent encore plus l'union, la prudence, la solidarité, le discernement, la sagesse, la cohésion et surtout du tact dans nos actions. Prenons à témoin les militants et militantes du PDCI-RDA, le secrétariat demande à l'IRS de surseoir à son point de presse. Donc c'était avant le point de presse de l'IRS. Il invite à une réunion de travail, donc aujourd'hui à 17 h, à la salle de réunion du secrétariat exécutif à la maison du parti. Daouda, le secrétariat exécutif donc, a essayé de faire son effort à l'effet de ramener donc tout le monde autour de la table de discussion. Votre commentaire là-dessus? Je pense qu'ils ont tous essayé de faire leur effort, parce que si je m'en tiens au communiqué que vous venez de lire, de Dr Emou Sylvestre, et de ce que M. Anoma nous a dit au téléphone tout à l'heure, il a dit qu'ils sont allés à une discussion. Tout à fait. Et lors de cette discussion, voilà, ils ne savent pas comment leur communiqué s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que il a dit, je pense que tu l'as entendu. Les communiqués se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ne savent pas comment leur communiqué s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, malgré qu'ils ont tenu leur conférence. Ça veut dire que finalement, ils ne se sont pas entendus. Et je pense que dans les 10 points qu'ils ont énumérés, ils ont dit qu'il y avait... la discussion, ce n'était pas la chose la mieux partagée là-bas, en interne. Et tout à l'heure, j'ai dit que le PDCI ressemblait à un bateau ivre sans boussole. Je pense que ça n'a pas fait trop plaisir à mon ami Herman, mais c'est le cas, Herman. Malheureusement. Et tu sais pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, l'IRS a sa portion du PDCI. Billon a sa portion du PDCI. Tidiane Thiam, il est en France. Il est le président. Le président du parti gère le parti par visioconférence, comme si on était dans une entreprise. Mais non, le PDCI, ce n'est pas une entreprise. C'est une association qui gère la vie des gens, qui gère la vie de millions et de milliers d'Ivoiriens, et qui aspire à gérer les 30 millions. On ne peut pas gérer ça par visioconférence. À un moment donné, il faut être sur le territoire national, comme Marius a dit, parce que lui-même, de façon concrète, lors de l'une de ses interviews, il a dit qu'il avait son passeport, il pouvait voyager, rien ne l'empêchait de rentrer au pays. Donc je me demande, finalement, comment est-ce que... Non, je n'ai pas terminé. Comment se fait-il que tu restes aussi loin et tu veux gérer le pays? Moi, je veux dire une chose qui est claire en la matière. Il y a trop de dichotomie aujourd'hui au sein du PDCI. Et de façon claire, je pense que les militants sont en train de plus en plus d'être éclairés. Les écailles sont en train de tomber des yeux. Quelle est la preuve de cette assertion, Daouda? Mais déjà, là, il y a l'IRS qui fait une conférence et vous avez vu qu'il y a des députés en exercice et des anciens députés qui sont dedans. Est-ce qu'avant, on avait vu ça? Et c'est là où je rejoins Élysée Boulougbe lorsqu'il disait quelle était la nécessité de se communiquer là maintenant. Parce que c'est là où je trouve qu'ils sont méchants. Comment cela? Et je trouve qu'ils sont très méchants. Parce que Billon s'est battu, tous les points qu'ils viennent d'énumérer. Pendant combien de temps Jean-Louis Billon a énuméré ses points? Pendant combien de temps Mme Valérie Yapo a énuméré ses points? Même aller en procès. Ils sont tous restés de marbre. Comme s'il n'y avait absolument rien, tout et tout. Voilà, Billon est resté seul. Et aujourd'hui, effectivement, à une semaine de la date limite des dépôts de candidature, vous sortez ça. Et c'est là où je dis que, quelque part, est-ce que la question du docteur Emou Sylvestre a son sens? Quel est l'intérêt?
Très bien. Herman, on termine avec vous sur ce point. D'abord, il faut situer à mes chers camarades ici que l'IRS n'est pas un organe consultatif, encore moins un organe statutaire. C'est des gens qui se sont mis en association parce qu'ils sont cadres anciens. Ils ont une histoire commune, on parlait de commune, qui pensent faire des propositions à leur parti. Donc, leur parti peut observer comme ne pas observer. Les organes du PDC, on les connaît tous. Marius a donné les voix, le bureau politique et autres. C'est une initiative, comme ils ont dit, pour la réconciliation et la sauvegarde du PDC-RDA. Mais en même temps, les points qu'ils évoquent, ce n'est pas des points, ce sont eux leurs points qu'ils évoquent. Peut-être que si on fait un sondage auprès d'autres militants du PDC-RDA, ces points-là seront balayés de revers. Donc, je veux dire que c'est tout à fait normal que le secrétariat exécutif prenne ses responsabilités en essayant de recadrer les choses. Surtout que le secrétariat exécutif n'a pas refusé de les recevoir. Ils estiment qu'ils étaient en pourparlers sur la question. Maintenant, quand on me dit, par exemple, que on ne dirige pas le PDCI par visioconférence. Ouais. Mais le président Bédi a été en exil une fois donné ici de sa vie. Son parti politique, le PDC-RDA, ne l'a pas rejeté. Il a vécu son exil jusqu'à ce qu'il rentre. Même le président Alassane Ouattara a été en exil et le RDA ne l'a pas en son temps. Il a en exil. Laissez, je vais finir. Non, c'est juste une question. Oui, mais l'exil, ça ne se décrète pas. Je demande s'il est en exil. Laissez-moi, je vais terminer. L'exil, ça ne se décrète pas, c'est une situation qu'on vit. Demandez à Tidjane Thiam si d'après lui, il avait dit même à certaines conférences, à certaines interventions, qu'ici, en Côte d'Ivoire, il ne se sent pas en sécurité. Donc, dès lors qu'il pense ainsi, il est en exil. Que ce soit un exil forcé ou bien voulu par soi-même, c'est un exil dans lequel... Vous l'appelez exil. Donc, je veux dire que la situation de Tidjane Thiam, d'autres leaders de partis politiques qui sont encore là, l'ont connu. Donc, il ne faudrait pas rire de sa situation. Il faut plutôt travailler à ce que d'autres Ivoiriens ne soient pas dans cette situation. C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Très bien. Non, là, sur ce point, je voulais dire une chose. Non, sur ce point, je ne suis pas d'accord parce que je vais vous dire... Non, il viendra. Non, mais on peut revenir après. Je voulais juste ajouter qu'à la vérité, M. Tidjane lui-même s'est mis en exil. Personne ne l'a mis en exil. Mais c'est ce que je vous dis, mais l'exil, là, c'est voulu. Moi, quand je partais en exil, j'ai choisi d'aller en exil. Mais c'est parce qu'il faire un voyage, on n'a pas besoin de certificat de nationalité. Avec le passeport, et il a son passeport. M. Marius n'avait jamais été en exil, voulu ou forcé. Pourquoi devrais-je aller en exil même n'est pas... Aller en exil n'est pas... Mais l'exil, là, on n'est pas obligé de t'emmener en exil. Tu peux partir parce que dès lors que tu estimes que ta condition de vie ou bien d'existence dans ton pays d'origine ne te sied pas, tu vas en exil. Je suis contre ça, vous ne dites pas vrai. Revoyez la définition de l'exil. Merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Vous êtes sur Live TV. Merci de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont toujours avec nous. Herman Aboua, Élisée Boloube, Marius Komoé et Daouda Koulibaly. Nous terminons donc cette première partie entamée sur le sujet IRS, PDC, RDA. On termine avec le point d'Élysée avant de regarder ensemble le meeting du PPACI où le président Laurent Gbagbo a réitéré son opposition à une éventuelle candidature du chef de l'État pour un nouveau mandat. Élisée Boloube, sur quel point vous voulez revenir justement pour l'IRS, PDCI? Je voulais rebondir en fait sur les propos de M. Anoma lorsqu'il évoquait la fuite du document qui était censé être un document de travail avec le bureau, le secrétaire exécutif, mais qui s'est retrouvé sur, je vais dire, les réseaux sociaux. Oui. Je voudrais rebondir en fait sur cette intervention-là pour rappeler un peu un phénomène qui, à mon sens, vraiment montre toute la déloyauté, en tout cas, que ce soit au niveau politique ou bien même dans certaines fonctions. Oui. Vous vous rappelez ici, le monsieur Awadon Melo sur ce plateau on a eu le même cas de document. A dit effectivement que ce document ne faisait pas de lui et que le document a fuité. Aujourd'hui, c'est M. Anoma qui nous dit que le document a fuité. Et si vous regardez, parfois même, on voit même des notes verbales de l'armée, je dis bien de l'armée, de la gendarmerie, de la police, sur les réseaux sociaux, qui se baladent vraiment sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est quelque chose, à mon sens, sur lequel on doit interpeller vraiment aussi bien les membres d'une organisation dans laquelle on est, mais aussi l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas continuer. Souvent, on a vu des notes, vraiment des notes très, très confidentielles de l'armée qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et puis après, on n'a plus de suite. Mais non, il faut que cette manière, cette pratique-là s'arrête. Voilà, il faut que les gens soient poursuivis et qu'on puisse déceler d'où est partie vraiment cette fuite-là et que la personne soit sanctionnée. Parce que ça peut créer des situations, j'ai dit,
désobligeantes, des situations malencontreuses, voilà, au pays, des situations même de troubles à l'ordre public et tout ça, il faut arrêter. Et puis certains qui sont dans des partis qui ont cette facilité-là à balancer les documents ça et là, je pense aussi que c'est le lieu de les interpeller. Il faut qu'il y ait de la responsabilité. Comme je l'ai dit, être sur Internet, ce n'est pas un espace de non-droit. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que ça, moi, si j'ai quelqu'un qui a un document qu'il trouve confidentiel et qui a fuité, il peut porter plainte demain. Pour dire que ce document, c'est lui-là que j'ai destiné, comment ça se retrouve dans le domaine public, on peut porter plainte. C'est vrai qu'au niveau de la situation avec Awadon Melo, on a eu le même cas de figure, où les documents qu'il avait donc communiqués ont fuité. Oui. Ensuite, pour l'IRSPD-CRDA... Pareil, M. Aloma a dit tout à l'heure que c'est la même chose. Et comme je le dis, à côté de ça, il y a même des documents confidentiels qui concernent l'armée, qui concernent la police et la gendarmerie, qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux, sans jamais savoir d'où c'est parti, qui est à la base. Très bien. Merci beaucoup, Élisée. Alors, revenons à notre second point, qui fera donc l'essentiel de cette seconde partie. Le meeting du PPACI. Le président Laurent Gbagbo, président donc du PPACI, disait, et je le cite, « Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas un 4e mandat », déclarait-il donc devant ses partisans, rappelant pour lui que la Constitution ivoirienne ne prévoit pas plus de 2 mandats présidentielle. Il estime également, pour poursuivre, que faire 2 mandats n'est pas conforme. Pas plus de 2 mandats, du moins, n'est pas conforme au texte. Pourquoi quelqu'un pense-t-il qu'il peut faire 4 mandats ici, en Côte d'Ivoire? Je refuse, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de respecter les règles démocratiques. Marius Komoé. Voici donc le verbatim donc, du président Laurent Gbagbo, c'était au meeting samedi dernier. Revenons sur le fond et la forme de ce meeting. Allez-y, analyse. Pour le fond, c'est la vitalité de la démocratie dans notre pays et nous l'avons toujours soutenu ici. Laisser les partis de l'opposition exprimer justement leur point de vue, soit par des meetings, soit par des marches. C'est constitutionnel et donc jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai un petit souci, c'est la déviation que moi je constate personnellement. Moi, j'ai toujours été militant combattant, partisan de l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, eu égard à ce qu'on sait. Bien sûr. Mais de là à parler maintenant d'un 3e mandat, 4e mandat, bon, moi je ne vois pas le combat comme tel, parce que peut-être lui n'était pas là, comme il a lui-même reconnu qu'il n'était pas là lorsque on votait la Constitution. Mais nous étions là. Et son parti même a appelé à voter oui. Le PDCI a appelé à voter oui. Il n'y a eu qu'un seul cadre politique, et non des moindres, M. Mamadou Koulibaly, qui s'est battu bec-on pour dire que cette constitution n'était pas bonne. Qui a appelé à voter non, tout à fait. Et qui a appelé, et en usant du minimum de moyens de communication dont il disposait, pour dire aux Ivoiriens de ne pas voter cette constitution. Et il est resté droit dans ses bottes jusqu'à aujourd'hui. Il a même dit que si vous votez cette constitution, ne soyez pas surpris que vous payiez plus de taxes et d'impôts que vous le payez maintenant. Parce qu'il y a de nouvelles institutions, dont le Sénat et tout ça, qui vont être mises en place. Eh bien, on va venir chercher l'argent dans vos poches et dans vos porte-monnaies. Et déjà, il le disait à l'époque, c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. Et donc, c'est des choses qu'on n'a pas oubliées. Mais de là à nous parler... Parce que quoique je ne sois pas je veux dire, je ne suis pas magistrat, quoique je ne sois pas magistrat, quoique beaucoup d'entre nous n'avons pas véritablement fait de hautes études de magistrature, mais nous savons tous quand même côtoyer le droit. D'ailleurs, le droit fait partie des matières qui nous servent justement comme élément pour la défense des droits et la protection des intérêts des populations. Donc, une constitution a été votée qui a permis à un individu de faire un 3e mandat. Mais je rappelle que M. Laurent Gbagbo lui-même a voulu faire un 3e mandat. Sous prétexte qu'il a fait un mandat en deux mandats en un, parce que le pays était coupé en 2, il avait fait 10 ans au pouvoir, sans élection. Mais après, il a voulu faire un 3e mandat, parce que c'est 15 ans s'il avait été élu. Il aurait fait 15 ans lui-même au pouvoir. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que non, c'est parce qu'il avait fait 10 ans, parce que le pays était coupé, mais toujours est-il qu'il a fait 10 ans au pouvoir, et qu'après les 10 ans, il allait faire un 5 années supplémentaires s'il n'avait pas perdu les élections. Donc, de vous à moi, je pense que le combat réel, c'est son inscription sur la liste électorale pour aller compétir. Et ça, je suis avec lui. Parce que les décisions qui ont été prises, moi, vraiment, ça me met mal à l'aise. En tant que démocrate, j'ai dit qu'il y a problème. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à la
à la magnanimité, à la générosité du président. J'ai même demandé que le cœur du président de la République se prête au pardon pour permettre à ses adversaires, comme M. Laurent Gbagbo, d'être sur la liste électorale. Parce que je ne concevais pas que pour un braquage, eh bien, les autres soient amnistiés et lui pas. Bon, voilà, c'était les arguments développés. Mais là où on nous parle maintenant il se donnera les moyens de ne pas faire, d'empêcher M. Ouattara de faire un quatrième mandat, bon, peut-être qu'il aurait été plus explicite en nous disant par quel moyen, lui, il pourrait empêcher M. Ouattara de faire un quatrième mandat. Très bien. Herman, votre regard sur le meeting, on analyse le fond, la forme, commentaires, les invités et tout cela. Avant ça, je voudrais dire deux petits mots sur la position de Marus. Allez-y. D'abord, il faut lui rappeler qu'en 2016, je n'ai pas souvenance que le FPI était dirigé par Laurent Gbagbo. C'était la fronde. Il y avait déjà leur distension au niveau du FPI de Gbagbo et d'Affi-N'Guessan. Donc, si le FPI, ça, je n'ai pas trop les notes, puis je n'étais pas là, a appelé à voter oui, au référendum qui a institué la Constitution, ce n'est pas sûrement le FPI de Laurent Gbagbo. Ah, je suis désolé. Le FPI était dirigé. Bon, allez-y. Je termine et puis voilà. Deux mandats en un. Non, il faut encore dire encore une fois à Marius. Il parlait donc de 2010 à... De 2000 à 2010. 2000 à 2010, tout à fait. L'effectivité, la fin d'un mandat, c'est-à-dire qu'elle est matérialisée par l'effectivité de la tenue de nouvelles élections pour terminer le mandat précédent. Donc, je veux dire qu'on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vécu de 2002 à 2010 qui a conduit à cette situation-là. Mais il ne faudrait pas dire, ce n'est pas juste de dire que Laurent Gbagbo a fait 2 mandats et qu'il s'apprêtait à faire un 3e mandat. Ça, ce n'est pas juste. Maintenant, pour revenir sur votre analyse de ce qui s'est passé à... Voilà. Personnellement, j'étais de ceux-là qui estimaient que j'avais un manque de visibilité dans la démarche de l'opposition. Comment cela? Parce que pour moi, c'était jusqu'au 26 août, là, on va constater, Laurent Gbagbo et tout le reste constateront que c'est la fin de dépôt des candidatures et de la collecte des parrainages. Mais avec ce que j'ai vu, ce que Laurent Gbagbo a réussi à faire un peu le temps, le 9 août dans le Front commun, et par la suite le 16 août dans son rendez-vous avec le peuple de Pougon, quand on a vu d'abord la foule et l'adresse qu'il a donnée, il essaie de tuer la peur en ses militants. C'est-à-dire comment cela? Cette peur héritée de ce qui est venu de la crise post-électorale. Les gens étaient plus ou moins apeurés chez eux. Il faut laisser le président Ouattara faire ce qu'il a à faire. Et puis quand il va partir, on verra. Mais aujourd'hui, il est en train de... Et c'est ce qui, moi personnellement, en tant qu'observateur, qui me fait un peu peur. Pourquoi? Quels sont les éléments, justement, pour bien comprendre? Les éléments, oui, on l'a suivi. On dit qu'il tue la peur dans ses militants, chez ses militants. Le débat, je disais même que le débat sur le 3e mandat, c'est un débat qui est un débat caduc, selon moi. Mais il a réussi à ramener la question du 4e mandat, qui est pour le pouvoir en place, le 2e mandat de la 3e République. Aujourd'hui, il a fait, les gens utilisent sans se gêner l'expression 4e mandat. Et ils s'opposent au 4e mandat. Souvent, on se demande sur quoi il compte. Mais en réalité, il compte sur ces personnes qu'il est en train d'essayer de ramener à tuer leur peur. En faisant quoi? In fine, c'est quoi l'objectif? Regarde, le 25 août, le 26 août, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Évidemment, son parti va aller déposer ses parrainages. La CEI va prendre acte, va certainement ramener ça au Conseil constitutionnel et vers le 12 septembre, parce qu'il faut 45 jours, le Conseil constitutionnel doit donner la liste définitive 45 jours avant les élections. Donc, le 12 septembre par là, le Conseil constitutionnel va décider que ceux-là ne respectent pas, ces candidats qui n'étaient pas sur la liste électorale ne respectent pas le code électoral. Donc, finalement, ils ne seront pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo et ses camarades vont faire après s'il n'est pas sur la liste électorale? Après le 12 septembre, c'est ça? Oui, les leviers sur lesquels il compte, justement, c'est des leviers pacifiques, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui va appeler à aller faire des coups d'État ou bien quoi que ce soit. Mais il peut demander, et ça c'est de façon démocratique, à paralyser la situation.
ou bien demander à ses partisans de rester dans la rue jusqu'à ce qu'il avait déjà fait par le passé. Et ça, ce sont des voies qui sont démocratiques, certes, qui sont là, mais qui peuvent nous emmener à cette situation-là si jamais le président n'essaie pas de dialoguer, essayer d'échanger avec eux. Très bien. Parce que le dire ainsi, être assez sûr que le quatrième mandat ne passera pas, ce n'est pas le PDC déjà qui le dit, c'est Laurent Gbagbo qui le dit. Très bien. Alors, donc, selon Herman, après le 12 septembre, donc date à laquelle on aura le fin mot donc, du Conseil constitutionnel, des actions, des leviers pourraient être menés à l'effet, donc, justement, de faire en sorte que ce mandat ne se tienne pas. Messieurs, nous allons écouter maintenant Daouda Coulibaly et Élisée Boloubé pour vos points. Soit en réaction de ce que vos amis, donc vos collègues ici sur le plateau ont eu à dire, ou un autre point d'intervention. Daouda, allons-y. En tout cas, on a vu le meeting du 16. C'était un meeting qui a mobilisé du beau monde. C'était très beau. C'était féerique. Maintenant, quand on vient dans le fond du débat, M. Laurent Gbagbo a déclaré que lors de son meeting, qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. Je pense que cette affirmation-là n'a qu'un seul objectif. Ça vise à rassurer la base militante et à les garder mobilisés. Bon, Herman dit à tuer la peur et à préparer peut-être pour... Moi, je préfère plutôt dire, voilà, je préfère utiliser le mot à garder ces militants mobilisés. Mais Christelle, cette affirmation soulève une véritable question qu'il faut se poser. Justement. De quel levier dispose M. Laurent Gbagbo pour empêcher Ouattara de faire un quatrième mandat? Vous êtes prophète, parce que c'était la question. Parce que, Christelle, on va essayer de faire dans la fiction un peu. Pour empêcher un président en exercice, on va faire de la théorie, il faut avoir un contrôle ou une influence sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a un contrôle ou une influence sur la Cour constitutionnelle? Je ne pense pas, parce que c'est la seule institution capable de dire que X ou Y est éligible ou inéligible. Lui, il n'a pas. Déjà, en 2020, cette Cour constitutionnelle a déjà dit que Ouattara est éligible. Est-ce que 5 ans après, va-t-il se dédier? Je ne pense pas. Deuxième des choses, c'est qu'il faut avoir un appui dans l'appareil sécuritaire. Mais quels sont les appuis de M. Laurent Gbagbo dans l'appareil sécuritaire? Vous dites un appui explicatif. Je parle de soutien dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Est-ce qu'il a une force aujourd'hui au niveau de ses... Il a un levier là-bas où des gens peuvent dire, bon, OK, comme dans les pays de l'AES, on va essayer de bousculer un peu, comme sous Blaise Compaoré, tout et tout. Je ne pense pas. Est-ce qu'il a une majorité politique au Parlement? Bon, je pense qu'au Parlement, il a une minorité. Et même cette minorité-là peine même à proposer quoi que ce soit. Est-ce qu'il a un soutien populaire au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien au niveau de l'international? Ça, c'est la fiction que j'ai faite. Mais revenons maintenant finalement, quel levier dans le contexte. Oui. Dans le contexte aujourd'hui, les institutions sont verrouillées par la loi. Tout a été verrouillé par la loi. Parce que tout est écrit déjà. M. Laurent Gbagbo a été jugé, condamné à 20 ans. Il a perdu ses droits civiques. Il ne peut pas être candidat. M. Alassane Ouattara, en 2020, comment on appelle ça, en 2016, lors de la réforme constitutionnelle, au moment de l'élection de 2020, la Constitution a dit qu'il pouvait se présenter pour un nouveau mandat parce que nous rentrons dans une nouvelle république. Ça, c'est fini. Laurent Gbagbo ne contrôle ni la majorité au Parlement, encore moins pour dire qu'il a un levier dans l'armée. Très bien, bien qu'il ne dispose pas, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo dispose d'une base électorale fidèle avec certaines alliances dans l'AES, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, pour finir sur ça, en gros, je me pose la question et j'aimerais véritablement comprendre quels sont les leviers que M. Laurent Gbagbo a pour empêcher Alassane Ouattara, un président en exercice, de faire son deuxième mandat de la Troisième République. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Moi, je ne vais pas revenir sur la forme. Je pense qu'ils en ont suffisamment parlé. On va aller un peu sur le fond. Christelle, moi, je pense qu'il faut qu'on situe les choses. Hein. On est dans un État, on est dans une République. Ce qui fonde la République, ce sont les institutions. C'est les institutions qui fondent la République. Quand vous et moi, par exemple, Christelle et moi, on a un litige, on a des instances vers lesquelles on part qui tranchent. C'est ces instances-là qui doivent dire si Christelle a raison ou si Christelle n'a pas raison. Quand le président Laurent Gbagbo dit que Ouattara ne fera pas un cas, c'est son droit de le dire.
C'est son droit de le dire. C'est une déclaration. Ça reste une déclaration. Maintenant, il faut traduire ça en acte légal et judiciaire. C'est ça maintenant c'est ça la réalité du terrain. Parce que je ne pense pas, en tout cas à moins qu'on me dise le contraire, je ne pense pas que l'intention du président Laurent Gbagbo, c'est de faire un appel à l'insurrection. Je ne pense même pas. Surtout qu'il s'est toujours présenté comme un démocrate. Ça ne fait donc pas partie même de cette méthode. Et je pense donc qu'il ne va même pas dans ce sens-là. Donc s'il dit qu'il pense que Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat, c'est son droit le plus absolu de le dire. Maintenant, entre dire et puis la réalité du terrain, c'est deux autres choses. Et il parle de 4e mandat même. Le président Ouattara n'est pas encore élu. Il a présenté sa candidature. Le Conseil constitutionnel n'a même pas encore dit qu'il est éligible ou pas, on ne sait pas. Daouda le dit, mais c'est en s'appuyant sur le fait qu'en 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà dit qu'il était éligible. Donc, de façon tacite, ça va être reconduit. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Donc, ce débat-là, pour moi, vraiment, excusez-moi, mais c'est un débat pour ameuter les foules ou même pour galvaniser les foules. Sinon, ce n'est pas un débat, pour moi, qui soit vraiment pertinent actuellement. Ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, sur la base maintenant du judiciaire, en Côte d'Ivoire, ici, il y a une seule instance qui est à même de dire, Christelle, vous êtes candidate à l'élection ou pas. C'est le Conseil constitutionnel. Attendons, le Conseil constitutionnel va déclarer ce qu'il a dit. Si le Conseil constitutionnel dit que le président Ouattara est éligible, mais le président Ouattara est éligible, il va être candidat. Pour que le président Gbagbo le veuille ou non, que ses militants le veuillent ou non, c'est pas ça qui compte. Mais c'est ce que le Conseil constitutionnel dira là qui va compter. Certains vont me dire, mais en 2010, le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo a été élu. Oui. Et puis les gens ont contesté, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais ceux qui ont contesté, ils n'étaient pas d'accord avec, avaient raison. Pour la simple et unique raison qu'ils sont appuyés sur l'article 64 du Code électoral. Ils avaient totalement raison. Le Code électoral, je vous dis, en article 64. Dans le cas, oui, on termine dessus. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard 45 jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel. Alors que vous et moi, on est tous contemporains. Il y a eu 14 départements qui ont été annulés. Annulés, tout à fait. Le président du Conseil constitutionnel a dit que c'était de nature à entacher les élections. Donc tout ce qui lui restait à faire, c'était juste et simplement annuler les élections et les reprendre. Donc ceux qui disaient que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit avaient raison. Parce que l'article 64 du Conseil constitutionnel, du Code électoral le spécifie clairement. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Messieurs, on ne pourra pas finir de faire ce débat. Notre émission est terminée, mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, demain nous serons encore là pour d'autres sujets chauds de l'actualité politique et nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis. Herman Aboua, Élisée Boloubeu, Marius Komoé, Daouda Coulibaly, merci. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Dieu nous garde, à demain.